Cube Radio. On les critique, on les juge, on dissèque leurs faits et gestes. Mais qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens? Loin du débat partisan, au-dessus de la mêlée, je vous offre de les découvrir pour essayer de les comprendre. Emmanuel présente Manon Massé. Ça va? Oui. Ça va et ça roule. Ça va et ça roule. Quel temps horrible, hein? On peut-tu te le dire, là? Oh là là. Ouais. Où s'en va-t-on, ma chère Emmanuel? Alors, nous sommes au coin de Berry et Sainte-Catherine. Heureusement, on n'a pas marché longtemps dans cette pluie horrible. Et on s'en va au bureau de ce comté de Manon Massé, la co-porte-parole de Québec solidaire. On pourrait l'appeler l'anti-politicienne. Militante communautaire, femme engagée, Manon Massé bouscule les cadres habituels de la vie politique et, disons-le, elle en est fière. Je suis vraiment contente qu'on la fasse. C'est comme une anti-politicienne qui est devenue une politicienne intéressante. Alors, il y a une dualité dans son rôle, dans sa démarche. Est-ce qu'on peut rester anti-politicien longtemps? Moi, je pense que c'est difficile parce qu'il y a un cadre à la politique, hein? Puis regarde tous les politiciens qui disent qu'ils veulent faire la politique différemment, là. Mais je pense que Québec solidaire essaie de faire ça parce que c'est né des lendemains de la marche du pain et des roses, d'une mobilisation citoyenne, d'un rejet, justement, des partis politiques traditionnels. Manon Massé est née à l'ombre de la Domtar dans l'Estrie. Son père, ouvrier, déménage la famille à Boucherville l'année de la crise d'octobre. Puis, imaginez, elle fait ensuite des études en théologie à l'université, mais la fibre militante n'a jamais été bien loin. Elle y a même fondé une association pour la défense des droits des étudiants gays et lesbiennes. Son travail auprès des plus démunis l'amène au cœur de l'organisation de la Marche du pain et des roses contre la pauvreté et pour l'égalité des femmes. Une rencontre déterminante avec Françoise David, qui, quelques années plus tard, mènera à la fondation de Québec solidaire et sa première campagne électorale. Car oui, on l'oublie souvent, mais Manon Massé fut la première candidate solidaire. Bonsoir, Québec! Sauf qu'il lui faudra 5 tentatives pour enfin faire son entrée à l'Assemblée nationale. Je vous dirais que ça prend pas le pogo le plus dégelé de la boîte pour comprendre qu'après avoir mis le feu dans la bâtisse, c'est pas un petit coup de peinture et des rideaux neufs qui va changer la situation. Son apparence, ses phrases colorées feront beaucoup jaser. En un mot, tu la décrirais comment? Tu sais, si tu avais un adjectif à choisir pour Manon. Différente. C'est un mot qui a l'air banal, mais qui dit tout sur elle, tu sais. Elle a un parcours différent des autres politiciens. Elle s'est attachée et a cultivé son apparence différente. Et elle célèbre et elle assume cette différence. Elle la revendique, hein? Si je prenais ça de l'autre côté de la lorgnette, je pourrais me dire, dans le fond, vous restez comme ça juste pour faire jaser, parce que vous pourriez aller au laser avec la moustache, avoir une coupe à la mode, ou je sais pas trop quoi, là, pour dire fermer de clapette tout le monde, mais dans le fond, ça fait votre affaire si on dit ça, là, en ligne ouverte comme à midi. Ou des... Ben, écoutez, ça fait mon affaire. Non, j'ai hâte. Ben ça vous met sur un pied de différence par rapport aux autres, non? Écoutez, l'important, là, c'est que les gens retiennent ce que j'ai à dire. Elle appelle ça être vrai. Et cette confiance l'a certainement aidé à charmer les électeurs en octobre dernier. Merci, Annie. Vous savez que... Ah, tiens, on est là. Je lisais dans ses mémoires, là, qu'elle a publié l'an passé, elle dit qu'elle n'est pas née féministe.
C'est drôle, hein? On ne croirait pas à la regarder, mais... Dans son bureau de circonscription, il y a des papiers partout, comme autant de chantiers contre l'injustice qu'elle porte à bout de bras. Manon Massé, 330. Même immeuble que le bon Dieu dans la rue. Bien qu'elle soit la députée au cœur de la ville, elle est d'abord et avant tout une amante de la nature. Voici donc celle qui n'a jamais peur d'être qui elle est. Je vous présente Manon Massé. Manon Massé, bonjour. Oui, bonjour Emmanuel. Merci de vous prêter au jeu de cette entrevue. Ça me fait vraiment plaisir. Je lisais, vous qui êtes une députée de la ville, vous êtes attachée à votre centre-sud, centre-ville de Montréal. Vous êtes une fille de bois? Oui, absolument. C'est là où je me ressource, c'est là où je trouve sens à ma vie, d'une certaine façon. Ouais, j'adore le bois, l'eau, la nature, les oiseaux. Vous faites quoi quand vous allez dans le bois? Essentiellement, je suis très contemplative. Autant c'est peut-être mon côté Gémeaux, là. Autant je suis très sociale avec les gens, aux côtés des gens. Autant quand je suis avec moi-même, c'est dans le bois. Parce que justement, je peux regarder, je peux écouter, je peux sentir, je marche énormément. Je médite, juste pour être pleinement imbibé de toute cette force-là. Est-ce que vous allez souvent dans le bois? Pas assez, mais j'essaie au moins d'y aller à chaque saison. Vous êtes devenu au fil des ans, depuis qu'on vous connaît, que vous avez été élu pour la première fois, un peu j'en parlais à mon réalisateur quand on était en route, un peu un porte-étendard du droit à la différence en politique. Je pense que je me suis juste assumé, Emmanuel. J'ai toujours été différente depuis que je suis tout petite. Par conséquent, j'ai toujours été marginale. Hein? Quand on rentre pas dans les normes, quand on rentre pas dans les cases, on est marginalisé. Alors, je pense que j'ai appris à vivre avec moi-même et à assumer ça pleinement. Puis, tant mieux si ce que ça permet, parce que plein de gens me le témoignent, ça permet à des gens de se reconnaître, premièrement, et ensuite, de croire qu'eux autres aussi peuvent avoir leur place en politique ou dans la vie publique, quelle qu'elle soit. Est-ce que ça a été difficile au fil de votre vie de vous assumer, justement, pas dans le sens d'être qui vous êtes, mais c'est difficile de braver le regard, le jugement des autres, de pas rentrer dans les cases, surtout quand on est une femme, je pense, en tout cas... Moi, je trouve. Ouais, c'est ça. On a une expérience en commun. Oui, c'est pas toujours facile, c'est sûr, parce que les modèles sont tellement normés, sont tellement presque uniques. Hein? Si tu ressembles pas à ça, il y a toute cette idée que t'es pas une vraie femme. Alors moi, je l'ai souvent dit, je cherche plus à être une femme vraie qu'une vraie femme. Et mais probablement que le privilège... Mais ça a souvent été mal interprété, ça, cette phrase-là de vous. Ah oui? Dans quel sens? Mais dans le sens que, es-tu vraiment une femme? Est-ce qu'elle est trans? Est-ce qu'elle a des problèmes d'identité de genre? Vous avez été... On a tout dit sur vous là-dessus. Ouais, sûrement. Probablement qu'il y en a qui vont en trouver d'autres choses à dire, mais c'est pas grave. Ouais, mais pour moi, je pense que c'est ça la quête du sens que je vais chercher quand je me retire pour me ressourcer dans le bois. C'est-à-dire, c'est quoi être vrai pour moi? Et ce qui est vrai pour moi, ne l'est pas nécessairement pour toi ou pour d'autres. Alors donc, cette vraie femme qui est Manon Massé, j'aime ça la rencontrer, j'aime ça la laisser être, j'aime ça lui dire qu'elle a raison de se battre pour être celle qu'elle est, parce que justement, ça donne un sens à ma vie à moi. Et c'était aussi comme ça, je lisais dans votre biographie, quand vous étiez toute petite, que vous étiez à l'école, que vous étiez tomboy, dans les cadets. Oui, j'ai fait les cadets aussi, ouais. Oui, c'était assez Pourquoi les cadets? Écoutez... Avez-vous aimé ça? Les cadets de la marine, ça a été très, très formateur pour moi. J'ai été de 13 à 18 ans, 19 ans. Ça a été très formateur. Pourquoi? Je dirais 2 raisons essentiellement. Première des raisons, c'était une activité gratuite. Moi, j'habitais à Boucherville. Alors donc, c'était gratuit. Mes parents avaient pas beaucoup de sous. Alors, c'était la possibilité d'avoir accès à des activités le mercredi soir, le lundi soir, le samedi. Alors, c'était génial pour ça. Et l'autre élément,
mon frère, qui a 3 ans plus vieux que moi, quand on est arrivé à Boucherville, parce que j'ai déménagé quand j'étais enfant, ben lui, il a rentré dans un cadet. Fait que j'ai suivi mon grand frère, puis en bout de ligne, je pense que j'ai appris beaucoup de cette expérience-là. Ouais, moi, j'étudiais la théologie à un moment donné en même temps que j'étais un cadet, puis en même temps que j'étais habillé en Manon Massé. Alors, je suis capable d'assumer la différence. C'était qui Manon Massé quand elle était l'enfant Manon Massé? Comment vous la décririez quand vous étiez tout petite à Boucherville avec vos parents à l'école? Ben, j'ai toujours été une fille, une femme réservée. Je suis quelqu'un qui prend le temps d'écouter, qui aime être en contact sincère et profond avec les gens. Puis ça, je me souviens, autant que je me souvienne, ça fait partie de moi. Mes parents m'ont aussi souvent rappelé que j'étais une fille de gang, j'étais certes la leader de la gang, mais cette espèce de leader qui écoute et qui rassemble au lieu de simplement orienter et diriger. Fait que ça, je trouve, je me ressemble encore. C'est comme ça, c'est mon leadership que je reconnais encore aujourd'hui. Puis j'ai toujours été une amante de la nature. Toujours. C'est très petite, le canot, la randonnée, le jouer dans le bois. Moi, c'est les plus beaux et les meilleurs souvenirs que j'ai. C'est avec mes cousins, cousines, aller explorer la grande nature. Ben, c'était pas compliqué, c'était juste au bord de la rue chez nous quand j'étais petite. Alors, on n'avait pas besoin de prendre la voiture pour aller là. Puis la gang de Manon, elle faisait quoi les fins de semaine? Ben, elle ou à l'école? Ben, c'est ça. Disons que, je dirais, à partir de l'âge de 8-9 ans, j'étais aussi une fille très sportive. Alors donc, j'ai fait du sport. L'équipe, pour moi, ça a toujours été quelque chose de majeur. À partir de l'âge de 8 ans, j'ai joué à la ringuette jusqu'à l'âge de 18-19 ans. Donc, mes fins de semaine étaient essentiellement des fins de semaine sportives. À faire des tournois, à jouer à Boucherville comme tel. Et après ça, à l'adolescence, ben là, il y a les cadets qui sont ajoutés à ça. Donc, honnêtement, ma gang, c'était ma gang de ringuettes puis ma gang de cadets, puis c'était assez sportif. Vous étiez une famille de la classe ouvrière, je pense, on peut dire? Ouais, on peut dire. Pas très fortunée. Votre père travaillait sur des shifts, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'ils vous ont laissé, vos parents? Ben, la fierté, premièrement. Quand souvent je vais parler des gens du Centre-Sud, qui est un quartier ouvrier, je vais parler du fier-monde. Je pense que mes parents m'ont amené à reconnaître en moi cette fierté. C'est pas parce que tu t'es pas dans l'ultime consommation d'avoir toujours toute le dernier cri, la dernière mode, le dernier objet qui vient de sortir, le dernier char, le dernier tout. Ça n'empêche pas que tu peux être heureuse. Puis ça, je pense que je l'ai bien intégré. Ils m'ont clairement enseigné que les dettes, chez nous, c'était ça. T'es riche quand t'as pas de dettes. Oui. On est loin de ça maintenant, on est loin de ça, mais moi, j'en suis. Vous vivez comme ça, vous? J'ai toujours pas de dette. Et bien sûr, un investissement comme une maison. J'en ai eu une dans ma vie. J'en aurai une autre, j'espère, un jour. Mais j'ai pas ça non plus. Alors, ouais, je pense qu'ils m'ont enseigné des belles valeurs. Le sens du contact. Ma mère était une animatrice hors du commun. Elle savait animer une foule, elle avait une voix extraordinaire, elle chantait, elle animait une foule, c'était pas long que tout le monde, le party pognait, en fait, on va le dire. Moi, j'ai appelé à avoir du fun aussi, à avoir du plaisir. Ils m'ont appris, bien sûr, l'importance de l'autre. Pas juste le respect c'est une chose, mais l'autre contribue à qui je suis. Fait que ça aussi, j'ai enseigné ça. C'est une générosité qu'on n'a plus beaucoup dans notre société aujourd'hui, hein?
Ben, je pense que je suis fier d'être porte-parole de Québec solidaire à cause du mot solidaire dedans, puis aussi bien sûr tout le programme qu'il y a là, mais ça s'enracine pour moi dans ce que mes parents m'ont enseigné, ouais. Qu'est-ce qui fait que vous êtes tourné vers la théologie? Ben, je pensais que c'était la façon dont je pouvais sauver le monde. Vraiment? Ah ouais, c'est un peu... Moi, dans ma tête, les gens vont en théologie pour rentrer dans les ordres ou devenir sœurs. Ouais. Ou... C'était pas votre ambition. Non, quoique adolescente, j'ai cru que être curé, c'était peut-être ma vocation, mais j'ai appris vite que c'était pas une histoire de fille. Mais je suis devenue organisatrice communautaire. Vous auriez voulu être curé, mais pas être sœur. Non, j'ai jamais pensé ça. Parce que curé, au moins, t'étais en charge. Pourquoi curé? Ben, c'est que t'étais en charge d'une communauté. C'est ça. Et c'est pour ça que je dis, puis pourquoi? Ben, faire une histoire simple pour que les gens puissent nous suivre. C'est que moi, je viens d'une famille extrêmement catholique, qui était très pratiquante. Donc, ça a fait partie de ma culture très jeune. Et j'ai rencontré donc à partir de 11, 12, 13 ans au secondaire des animatrices de pastorale. Hein, c'était aujourd'hui ils vont appeler ça des agents de vie ou de milieu de vie, je sais pas trop. Nous autres, c'était des animatrices de pastorale. Et donc j'ai découvert là des gens progressistes qui étaient pour la défense de l'environnement. La première fois moi que j'ai entendu parler de protection de l'environnement, c'est par des animatrices de pastorale. Alors donc, pour moi, c'était comme, wow, ces gens-là font le métier que j'aimerais faire. Puis une fois, j'ai posé la question, puis Gaston m'a dit, ben j'ai étudié en théologie, fait que j'étais au début de mon cégep. J'ai dit, parfait, je vais aller étudier en théologie. Ça va me permettre de faire le métier que je veux faire. C'est quoi le rapport entre la théologie... la théologie et la pastorale et l'environnement? Ben, je te dirais qu'entre la théologie et la pastorale, c'est qu'en théologie, il y a le courant dont tu parles, qui est ces gens-là qui veulent devenir dans l'Église catholique des prêtres, etc. Oui, mais il y a tout un autre courant beaucoup plus progressiste d'ailleurs, où là on va parler plus de pastoral, de théologie de la libération, qui est une approche, disons, complètement différente. Expliquez-nous, c'est quoi? Ouais, simplement, c'est dans le fond, tu me demandes de retourner loin en arrière, mais globalement, c'est une église catholique qui est plus je dirais de la lignée de François Ier, par exemple, que celle de Louis XVI, pas Benoît XVI, qui lui était beaucoup plus dogmatique, bon, etc. Mais anyway, Emmanuel, honnêtement, j'ai fait mon cheminement personnel à travers tout ça et aujourd'hui, mes racines, je les reconnais. Mes parents m'ont enseigné leur religion, puis c'est bien correct, mais je te dirais qu'aujourd'hui, j'en suis plus du tout là, mais j'en suis profondément enraciné dans les valeurs que ça m'a amené, qui sont pour moi extrêmement humaines, parce qu'elles sont celles de l'islam aussi, elles sont celles du bouddhisme aussi, elles sont celles de l'hindouisme aussi. Je pense qu'il y a des valeurs universelles dans lesquelles moi je me reconnais, et j'ai une spiritualité active, mais il n'y a plus aucune religion qui m'intéresse maintenant. Donc vous n'êtes plus dans la foi chrétienne maintenant? Non, vraiment plus. Vraiment plus. Qu'est-ce que ça a pris? Qu'est-ce qui a été le déclencheur de ce rejet-là? Ben, c'est sûr que premièrement, d'avoir étudié en théologie, ça a été très ébranlant, parce qu'en même temps, je dirais probablement ça a contribué à mon féminisme de façon importante, en même temps que ces religions-là se veulent majeures pour l'humain, rejettent la moitié de l'humanité. Il y a quelque chose pour moi là-dedans qui dissonne, qui fonctionne pas, qui marche pas, ça n'a pas de bon sens. Puis ensuite, ben, quand tu apprends un petit peu plus de l'histoire, où tu te rends compte, je pense que dans le fond, je suis plus humaniste qu'autre chose. Je me reconnais plus dans le respect de l'humain, mais plus largement de la planète, de l'environnement, de tout ce qui y vit. Et dans ce sens-là, j'ai quelque chose de plus animiste qu'autre chose. Tu sais, la spiritualité autochtone aujourd'hui me parle beaucoup plus que la religion catholique. Être lesbienne étudiante en théologie dans ces années-là, par exemple, ça devait pas être évident? Ça frappe fort.
Ça frappe fort. Non, puis mais tu vois encore là un moment où je m'assume complètement dans ma vie, où mon homosexualité ne m'empêche pas parce que j'ai toujours été out, comme on dit dans mon milieu. Vous avez toujours été out? J'ai toujours été out, ouais. Vous l'avez toujours su? Non, pas je l'ai toujours su. Du moment où je suis tombée en amour avec une femme et que j'ai su que j'étais lesbienne, il y a jamais eu de garde-robe pour moi, là, tu sais. Et ça s'est avéré au moment où j'étais étudiante en théologie. Alors, il a fallu l'assumer. Et c'est sûr que le recteur de la faculté de théologie a pas beaucoup aimé le jour où j'ai mis sur pied un comité de défense de droits des homosexuels de la faculté de théologie, qui était une de mes actions de laquelle j'étais plutôt fier, la dernière année de mes études. Mais non, pour moi, il n'y a pas de contradiction. La religion, ça demeure quelque chose du passé, c'est pas présent. Oui, bien sûr, moi j'ai un énorme respect pour les gens qui ont une foi, peu importe laquelle, je respecte ça. Mais est-ce que j'ai du respect pour les religions? Souvent, pas beaucoup. Est-ce que ça informe ces études-là, vous avez une réflexion face à la religion qui est plus profonde que 90% des gens là, qui ont pas fait des études là-dedans. En quoi est-ce que ça informe votre façon de voir le débat actuel sur la laïcité au Québec? Je pense que ça me rappelle que deux choses. Pour moi, la religion, puis ça, c'est important de tracer clairement cette ligne-là. Je voudrais pas être mal comprise par les gens qui nous écoutent. La religion, c'est un système d'organisation qui s'est défini par les hommes et je dirais pour les hommes. Hein? N'importe quelle religion, les femmes en sont exclues. Et quand on regarde dans le développement de l'humanité, les systèmes d'organisation sociale, ça a été longtemps la religion. Aujourd'hui, c'est la démocratie. Mais pendant longtemps, c'est la vision religieuse de la religion qui a organisé nos sociétés. Aujourd'hui, on est rendu ailleurs et le capitalisme est une autre religion qui, elle aussi, organise nos sociétés. Hein? Fait que, bon. Par contre, la laïcité, là où moi je l'ai rencontrée, et ça pourquoi c'est si important pour moi que l'État soit laïque, c'est parce que la laïcité, c'est de permettre la liberté de religion. Et donc, que l'État ne se mêle pas de quelconque façon du religieux et qui surtout ne se laisse pas organiser par le religieux. Alors donc, comment tout ça influence ma compréhension du débat actuel? Ben moi, je pense qu'on mélange la religion et la foi. Pour moi, quelqu'un qui a une foi, il peut l'exprimer de n'importe quelle façon, ça ne m'influence pas. Au contraire, je suis capable de rentrer en relation avec cette personne-là et de dire « Wow! » Pourquoi telle affaire? Essayer de comprendre, ça me permet de développer une relation, je dirais, à partir... Ça me rend curieuse. Ça me rend curieuse, moi, de voir des gens, des hindous qui méditent en faisant du yoga sur la tête. Je trouve ça vraiment intéressant. Je sais pas, ça m'attire pas, mais je trouve ça intéressant. Ça me rend curieuse. Alors donc, je pense que le débat actuellement qu'on fait on le fait pas sur la laïcité, je m'excuse. C'est un débat sur le port des signes religieux. Parce que si on le faisait sur la laïcité, je pense pas qu'on le prendrait de cette façon-là. Vous auriez voulu qu'on sépare les deux débats, finalement. Ça serait facile de se rallier, de trouver un consensus sur la laïcité au Québec, plus que sur les ports des signes religieux. Je pense que oui, parce que le Québec est déjà, dans les sociétés à travers la planète, extrêmement avancé en matière de laïcité. Extrêmement avancé. Ce qui reste, c'est pas la question des ports des signes religieux. Non. Parce que on s'entend qu'il y a beaucoup de gens, puis je veux pas qu'on rentre là, dans mais il y a beaucoup de gens qui disent, à un moment donné, pour certains postes, dans les écoles, les professeurs, c'est des modèles, les juges, c'est légitime que ces gens-là doivent afficher cette neutralité de l'État. Ben, moi, premièrement, là, vous venez de prononcer les enseignantes. Moi, j'ai vécu de l'enseignement
avec des sœurs qui portaient le voile. Oui. Ça m'a, toute ma nation était particulièrement catholique, là. Il n'y avait pas de dissonance, mais ça l'a pas empêché profondément le Québec de rejeter la religion catholique. Pas juste de rejeter le voile porté par les sœurs, mais de rejeter la religion catholique. Non, pour moi, c'est au contraire. Ça crée du dialogue. La différence... Moi, je vais vous donner un exemple à tout le monde qui nous écoute. V'là 25 ans, là, les gays et lesbiennes ne pouvaient pas enseigner. Puis on pouvait pas enseigner pourquoi? Parce que la majorité des Québécois mélangeaient homosexualité et pédophilie. Et moindrement que il y a mes amis qui étaient intéressés par la profession d'enseignant, même nous autres, on disait, hey, non, fais pas ça, là, tu vas te faire la vie dure, ça va être trop dur pour toi. T'sais? Aujourd'hui, est-ce qu'on considère, 30 ans plus tard, que les homosexuels ne peuvent pas enseigner? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gouvernements qui ont assumé les droits et libertés de ma communauté d'appartenance, à moi. Une chance, parce que il y a énormément d'enseignants et enseignantes qui sont gays ou lesbiennes, ou même trans, qui sont d'excellents enseignants. C'est ça qu'on veut, d'excellents enseignants et d'excellentes enseignantes. Alors, voyez-vous, je pense que quand on parle de laïcité des individus, c'est pas parce que un individu devant moi est différent que ça m'amène à faire comme lui, que ça automatiquement fait que moi, je vais être comme lui, tu vois? Et c'est pour ça, moi, je pense qu'en matière de droit, j'aime ça prendre l'exemple des gays et lesbiennes, parce que sincèrement, Emmanuel, j'aurais pu jamais, et plusieurs de mes amis non plus, enseigner, avoir des enfants, si on s'était fié à la majorité québécoise, parce qu'ils n'en voulaient pas de gays et lesbiennes autour d'eux autres. Vous n'avez pas toujours été féministe, hein? Non. Quand j'étais jeune, non. Ça se posait pas de même, je sais pas quoi. Pourquoi? Parce que c'était un débat de femmes qui brûlaient des brassières ou parce que ça... Non, j'étais comme ailleurs. T'sais, moi, je suis rentré dans la militance par la lutte de classe. Tu sais, mon espèce de conscience, là, c'était... Il y a des riches, nous autres, on fait partie des pas riches, et il y a des riches qui ont des privilèges que nous autres, on n'a pas. Bon, puis tranquillement, assez rapidement, je me suis rendu compte que les femmes étaient toujours en bas de l'échelle, même d'un pas riche, là. Mais, je veux dire, mon espèce d'arrivée dans le monde de la défense de droit, ça a été plus pour une question de classe qu'une question de femmes. Puis, rapidement, c'est devenu, OK, la pauvreté, elle a un sexe, il est féminin, peu importe même la classe à laquelle tu appartiens, les femmes sont toujours plus défavorisées. Ah bon? Puis tranquillement, ah oui, la violence aussi. Les femmes vivent plus de violence. Bon. Alors, ma conscience féministe a grandi avec moi. Quoi la prospérité? Pour moi, je pense que c'est d'être en équilibre. D'être en équilibre avec... d'être capable de bien sûr de subvenir à ses besoins de base, peu importe que tu aies une déficience intellectuelle, physique, que tu aies une déficience affective parce que t'as pas été chanceux dans la vie, parce que moi, mes parents étaient pas riches, mais Emmanuel, ils étaient riches d'amour. Ah, pas de bon sens comment j'ai été aimée. Ah, mon Dieu, c'est extraordinaire. Chanceuse, puis c'est ce qui me fait aujourd'hui, je pense, aussi forte, aussi grande. C'est que mes parents, ma communauté proche, là, frères, sœurs, oncles, tantes, ont été des gens très aimants, malgré ma différence. Fait que pour moi, la prospérité, c'est ça aussi. Oui, parce que même eux, qui étaient très catholiques, ça devait pas être évident à avaler comme pilule, on s'entend. Ça a rentré dans le dash, mettons. Ça a pris du temps, surtout à ma mère, d'accepter mon homosexualité. Mon père, ça a été plus rapide, mais
C'est ça, oui, non, ça. Mais tu vois, moi, je dis souvent quand je parle de mon homosexualité que j'ai cheminé en même temps que le peuple québécois a cheminé. Tu sais, mon homosexualité, pour moi, elle rentre, j'en prends conscience dans les années 80. Ma première blonde, j'étais à quelque part en 81, 82. La société québécoise, si tu regardes son cheminement, fin des années 90, conjoints de même sexe ont des droits comme les autres. Ensuite, la parentalité, le droit au mariage. Bon, alors, je trouve que moi, j'ai comme cheminé. Ben, en fait, peut-être plus mes parents ont comme cheminé comme la société québécoise. C'est ça, il y avait un bon timing. Il y avait un bon timing, ouais. Et la richesse, c'est quoi en 2019? Je pense que la plus grande richesse, malheureusement, et notre plus grande pauvreté, c'est le temps. Le temps d'être proche de soi-même, proche des gens qu'on aime. Le temps de pouvoir prendre soin des gens qu'on aime. Le temps, on n'a plus de temps. C'est fou. C'est fou combien j'entends que la vie qu'on mène actuellement... C'est parce qu'on veut être riche puis on veut de l'argent aussi. Ouais, mais on se rend malade. Tout le monde est en burn-out. Tout le monde est... Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. On n'a plus le temps de... Puis comment se fait que c'est comme ça? Notre société serait assez riche pour être capable de partager beaucoup plus. Quand on regarde juste les entreprises, comme on dit, nous tiennent par les gosses en nous faisant croire qu'ils vont toutes fermer, qu'ils vont toutes disparaître s'ils partagent leur richesse. Mais dans ce cas-là, expliquez-moi comment une poignée de monde de personnes, même pas 100 personnes, sont plus riches que la moitié des pays du monde. Ça marche pas. Il y a quelque chose de fucké dans le système capitaliste qui fait en sorte qu'en bout de ligne, t'as raison. Même plus que ça. C'est dans une famille, maintenant, il faut que les deux travaillent pour être capable d'amener assez d'argent. Bien sûr, peut-être qu'il y a des réflexions individuelles sur la consommation à faire. Là. J'en suis. Tu sais, moi, je suis plutôt un niveau de vie très... j'ai pas besoin de toutes ces patentes-là pour me rendre heureuse, mais j'ai besoin d'avoir du temps avec les gens que j'aime. J'ai besoin d'avoir du temps pour aller dans le bois. J'ai besoin d'avoir du temps pour prendre soin de mon cœur, prendre soin de ma blonde, d'aller jouer avec mes enfants, même s'ils ont 20 ans passés. C'est ça. Pour moi, j'ai rien qu'une vie. Pense-y, j'ai rien qu'une vie. Je veux pas en passer à travailler. On n'est pas né pour travailler. On est né pour vivre. Vous mentionnez vos enfants. C'est les enfants biologiques de votre ex-conjointe, hein, oui, Alexa exact. Condradi. Oui. Donc, vous les avez élevés. Ouais. Vous avez été une belle-mère. Une belle-mère. C'est quoi une belle-mère? C'est que... Moi, j'en suis une. Oui, on pourra échanger nos visions des choses. Pour moi, c'est pas compliqué. C'est tout simplement, ces enfants-là sont arrivés avec le maire dans ma vie. Puis moi, j'adore les enfants. Alors, je les ai aimés et je les aime encore. Et je vais les aimer jusqu'à ma mort. Parce que c'est ça. Ils ont occupé une place importante. Et ils occupent encore, d'ailleurs, une place importante dans ma vie. C'est pas facile d'être belle-mère dans la vie. Moi, j'ai jamais... je sais pas, c'est pas facile d'être parent, c'est pas facile d'être blonde, c'est pas... Être en relation avec des humains, c'est pas facile parce que on est différents, puis l'idée, faut arriver à trouver quelque chose qui dans lequel on se sent en équilibre, puis on se sent bien, puis on partage. Puis moi, j'ai pas eu beaucoup de difficultés avec ces deux flots-là à trouver des espaces, justement dans le plein air, dans le camping. Je veux dire, on les a amenés partout faire du camping, faire, tu sais, comme adulte, faire du vélo camping avec mon gars. Tu sais, fait c'est pas dur, non. Je pense. Vous vous êtes reconnu dans eux à l'adolescence? Oui et non. Je n'avais un des deux qui était extrêmement sportif. L'autre extrêmement fille de gang, là, sa gang puis tout ça. Oui, il y avait des choses qui me ressemblaient, mais il était aussi très unique dans ce qu'ils sont.
parlait du féminisme tout à l'heure. Est-ce qu'il a changé le féminisme au Québec, selon vous? Ben, j'espère. Oui, moi, je trouve qu'il a changé. Il a cheminé à travers des prises de conscience du féminisme aussi. Tu sais, moi, quand j'avais 20 ans, c'était beaucoup axé, je dirais, genré. Les hommes et les femmes, c'était la façon de revendiquer la place des femmes et tout ça. Puis tranquillement, j'ai vu aussi, attends un peu, c'est pas juste une question de genre, c'est aussi une question de classe. C'est pas juste une question de classe, c'est aussi une question ethnique. C'est pas juste une question... Comprends-tu? Il y a comme... ce qu'aujourd'hui, on appelle l'intersectionnalité, là, 40 ans, ça existait pas, mais c'était pas difficile. Quand moi je dis je suis rentré dans ma militance par la porte de classe, après ça j'ai vu que il y avait un sexe qui était... ce féminisme-là, qui est celui de la Fédération des femmes du Québec aujourd'hui, qui était peut-être moins affiché à une autre époque, c'est un féminisme dans lequel beaucoup de femmes se reconnaissent pas. Hein? C'est un féminisme qui divise aussi. Non? Ben moi il m'a rassemblé alors que puis moi c'est drôle parce que j'ai été à la Fédération des femmes pendant plusieurs années et à l'époque on employait juste un mot, on appelait ça des femmes doublement discriminées. On était capable de reconnaître que d'être femme puis d'être une femme autochtone, c'était pas on vivait pas les mêmes discriminations, même si comme femme on avait des choses en commun, puis etc. Fait que moi, je pense, personnellement, il me rassemble, ce féministe-là. Parce que je trouve, tu sais, moi, je disais dans mes mots à moi, je disais, pour moi, le féminisme, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes, et entre les femmes elles-mêmes. Pour moi, ça résume mon féminisme, et ça, inévitablement, nécessite qu'on reconnaisse que quand t'es une femme noire, t'as la vie plus rough que moi qui est pas une femme noire. Puis que quand t'es une femme autochtone, ben oui, il y a des oppressions que comme femme, toi tu vis, que moi je ne vis pas comme femme nord-américaine. Fait que mais ça, c'est comme le bon sens de ce féminisme-là, quand vous l'expliquez. Et quand on voit que il y a une partie du mouvement féminisme en ce moment, on l'a vu dans les derniers mois, tout le débat sur la prostitution, tu sais, refuser de condamner la prostitution sous prétexte qu'il y a certaines femmes qui font le choix de... Est-ce qu'on n'est pas toujours en train d'épargner la chèvre et le chou au lieu de rechercher l'espèce de dénominateur commun de l'affranchissement des femmes en général? Pourquoi il faut tout le temps qu'il y ait oui, mais la minorité de ci, puis la minorité de ça à la longue là-dedans? Ben, c'est parce que il faut... je sais pas comment dire ça, mais c'est parce que c'est ça, les femmes. On n'est pas une affaire. On est des affaires différentes. Et donc, on vit pas les choses de la même façon. Et c'est pour ça, je comprends, quand tu poses la question, que pour toi, il y a quelque chose, ou en tout cas, tu questionnes peut-être l'idée que ça, c'est divisif, alors que pour moi, de reconnaître ça, de reconnaître que les femmes noires ont la vie plus difficile que moi, comme femme blanche, ça m'éloigne pas, ça m'exclut pas. Je fais juste reconnaître ça et je pense que ça me permet d'être dans un dialogue qui est plus où on reconnaît tous les deux que c'est différent. Puis là, t'as parlé de quelque chose qui est fascinant parce que tu sais qu'au niveau de la prostitution et du travail du sexe, le milieu féministe depuis longtemps ne s'entend pas. Mais oui. Et il ne s'entend pas parce que de part et d'autre, ils disent vrai. Parce que c'est aberrant pour les gens qui sont pas militants, qui nous écoutent, de dire, voyons, comment les féministes peuvent pas s'entendre sur condamner la prostitution? Ben, c'est-à-dire que, et tu vois, Québec solidaire est notre parti est féministe qui a fait, au lieu de se dire, OK, il y a deux extrêmes qui s'entendent pas, on s'est dit, OK, il y a certainement une voie de passage. Hein? Parce que moi, je peux pas dire à une féministe qui fait de la prostitution,
t'es pas une vraie féministe. Ça, j'ai vécu ça, moi. Les lesbiennes qui étaient pas des vraies féministes dans les années 90, là. Hein, il y avait les vraies féministes, puis les lesbiennes. Les femmes disaient, ah oui, moi, je suis féministe, mais je suis pas lesbienne. Cette exclusion-là, je l'ai vécue. Alors, donc, on s'est mis en recherche. Et dans les faits, ce qu'il faut condamner, c'est la violence. C'est la violence faite aux femmes. Ça, là, ça, c'est condamnable. Mais après ça, et c'est ça, je pense, la voie que propose Québec solidaire, c'est de dire, après ça, si les femmes veulent s'organiser pour se protéger du travail, les femmes qui font du travail du sexe veulent se protéger pour s'organiser pour se protéger, on va les empêcher. C'est ça qu'elles nous demandent. Alors donc, nous, on a comme trouvé cette voie-là qui fait que les féministes des deux bords nous haïssent, on va se le dire, là, pas compliqué. Non, mais on l'assume. On l'assume parce que dans nos rangs, il y a des abolitionnistes qui sont sûrs qu'ils ont raison et il y a des travailleuses du sexe qui sont certaines qui ont raison. Et ça nous a forcés comme parti à se poser des questions. Et oui, on dénonce très clairement et radicalement des choses, comme par exemple le juvénile, là. Nous autres, non, il n'y en est pas question. Je sais que pour un certain nombre de travailleuses du sexe, ça pose un problème. Mais on s'en fout, là, nous, là. Alors, nous autres, ça, c'est clair, net et précis. Alors, tu vois, voilà dans le dialogue ce qu'on a été capable de mettre sur la table, puis ça fait 5 ans, à peu près 6 ans maintenant. Et je sais que tout le monde nous aime, mais c'est pas grave. J'ai la conviction que au lieu de se lancer la pierre mutuellement, qui n'a pas fait avancer notre mouvement depuis le mouvement des femmes, j'entends, depuis plusieurs années. Est-ce que vous êtes triste qu'il soit divisé, ce mouvement des femmes? Ben, il est sur des choses, oui. C'est un schisme là, qui est viscéral. Là, je veux dire, la Fédération des femmes du Québec, il y en a qui sont partis. Maintenant, il y a le PD, il y a différents groupes qui s'opposent, qui se mènent une guerre idéologique autour de ça. Je veux dire, on est dans une époque où, enfin, les premiers ministres disent qu'ils sont féministes, où il y a comme une opportunité pour faire avancer une partie de l'égalité des femmes. Puis le mouvement qui a été à l'avant-scène de ça est divisé là, idéologiquement gravement. C'est pas triste un peu? Ben, je sens que vous y trouvez une grande tristesse, oui. Ben, pour moi, à chaque fois qu'on se divise, c'est souvent, pour moi, c'est source de tristesse. Mais en même temps, je suis une femme profondément optimiste. C'est sûr que je suis triste parce que le mouvement des femmes auquel j'appartiens depuis le milieu des années 90 a influencé l'image du Québec d'aujourd'hui. Et je pense que comme féministe, on doit être fiers quand tu dis que les premiers ministres se revendiquent du féminisme, ben on doit être fiers de ça. Mais en même temps, j'exige que ce ne soit pas qu'une étiquette, mais ça veut dire reconnaître. Ça veut dire c'est plus profond. Être féministe, là, ça veut dire une remise en question, y compris, par exemple, de nous-mêmes, les femmes qui avons intégré des attitudes patriarcales ou des compréhensions de la vie patriarcale. Fait que donc, c'est un travail exigeant que d'être féministe. Alors, tant mieux si aujourd'hui, il y a des gens qui sont des alliés, qui sont fiers d'être des alliés. J'ai pas de trouble avec ça, mais je veux voir, il faut que les bottines suivent les babines, c'est sûr. Mais en même temps, ça veut dire qu'on aura fait des gains. Pourquoi? Parce que on est rendu à regarder de façon plus approfondie ce que ça veut dire. Tu sais, comme, je veux dire, aujourd'hui, tu peux faire un bac en études féministes. Hey, c'est pété, ça. Ça n'existait pas dans mon temps. Tu sais, c'est vraiment, ça parle de cette volonté d'aller encore plus profondément pour comprendre les choses. Mais pour moi, ce qui est le défi d'un parti politique, parce que maintenant, je ne suis plus dans le mouvement des femmes. Non, je suis dans un parti politique. Voilà, je suis rendue une politicienne. C'est de voir comment toutes ces théories-là, hein, parce que là, on parle de féminisme, on pourrait parler d'autres choses aussi, peuvent aider notre peuple, notre population à mieux vivre. Puis moi, c'est ça ma quête maintenant, c'est d'assurer que le Québec s'en sorte gagnant. Pour tout le monde. Parlons de la politique. Ça a un peu commencé pour vous avec la marche du pain et des roses. Hein? C'est un peu Ouais.
le précurseur. Ouais. Moi, je me rappelle quand cette marche-là a eu lieu, j'étais encore au secondaire, puis il y avait quelque chose de romantique derrière ça, de voir ça à la télé, puis ma sœur est impliquée. C'était quoi pour vous la marche du pain et des roses? Ben, pour moi, c'était les femmes qui se levaient debout pour dire « c'est assez la pauvreté ». C'est là que j'ai catché que la pauvreté avait un sexe et qu'il était féminin. Donc, c'est ça, du pain et des roses en 95, c'est la marche des femmes contre la pauvreté. Et pour moi, ça a été intuitif quand j'ai entendu que la Fédération des femmes du Québec, ou Françoise David de façon en particulier, portait ce projet-là. J'y ai tout de suite adhéré parce que moi, je travaillais en HLM. Je voyais c'était quoi la pauvreté à chaque jour. Puis je me disais qu'effectivement, il y avait tellement de richesses autour que ça se pouvait pas qu'il y ait du monde qui en ait pas assez pour manger. Alors donc, je me suis impliqué rapidement dans ce projet-là parce que il faisait du sens pour moi de se lever debout et de se mettre en marche pour partager la richesse. Moi, ça me ressemblait déjà, ça. Qu'est-ce que cette marche-là a accompli avec le recul des années en termes de société, de débat au Québec? Ben, je pense que le mouvement des femmes après l'avortement, à la fin des années 90, après ce vaste mouvement qui a fait en sorte que notre sœur Chantal a pu assumer qui elle était puis ce qu'elle voulait, puis que les Jean-Guy, je me souviens, Jean-Guy, hein? Les Jean-Guy de ce monde ont été obligés de prendre le trou. Après 10 ans d'années difficiles pour la population, où le mot pauvreté n'existait plus, hein, c'était 10 ans de règne libéral les années 80. Il y avait eu des crises économiques, mais crises économiques qui avaient fait en sorte que les entreprises s'en sortaient de mieux en mieux, puis la population s'en sortait de moins en moins. Nos services publics ont commencé à manger à claque, puis tout ça. Les services ont commencé à diminuer. On est rentré dans l'ère néolibérale à plein pied, à plein régime. Ben, il y avait la fierté d'être une femme qui disait que ça avait pas de bon sens et qui se mettait en lien avec d'autres femmes qui côtoyaient pas. Moi, je me souviens 95 des femmes issues du milieu syndical qui marchaient côte à côte avec des femmes à l'aide sociale, qui marchaient côte à côte avec des femmes toxicomanes, qui marchaient côte à côte. Et ça, c'était une marée humaine, pas marée, c'est peut-être fort un peu, mais une bonne vague quand même, marcher 10 jours de temps d'un seul pas pour dire c'est assez, la pauvreté. Pour moi, ça a insufflé un mouvement qui nous amène jusqu'à aujourd'hui. Je me faisais remarquer avec mon collègue quand on s'en venait ici que la pauvreté, on en parle dans la société, mais la majorité d'entre nous, on la voit pas, on la connaît pas. C'est quoi la pauvreté? Vous l'avez côtoyé toute votre carrière. C'est quoi la pauvreté? Ouais. Ben, pour moi, c'est sûr, ça commence, par répondre à ses besoins de base, hein. Tu sais, manger, se loger, le coût des logements, c'est tellement cher, ça n'a plus de bon sens. Ici, dans le quartier ouvrier que j'aime tant, dans mon centre-sud. Se gentrifie à la vitesse. Se gentrifie à une vitesse folle, qui fait une pression terrible sur les logements aujourd'hui des 3,5. 3,5, là, c'est pas une famille qui vit dans un 3,5, mais quand même, il y a des familles qui vivent dans un 3,5. C'est rendu à 800-900 $, un 3,5. Bon, donc, je disais besoin de base, manger, se loger, s'habiller. Et il y a un courage derrière la pauvreté aussi. Ah, c'est terrible, Emmanuel. C'est fou. Moi, j'ai une admiration. Il y a un courage. Ces gens-là travaillent tellement fort. Travaillent parce que, premièrement, ils marchent. Hein, c'est des gens qui marchent. Les pauvres sont des gens qui marchent. Pourquoi? Ben parce que l'autobus coûte trop cher, parce que le vélo, quand t'as la chance de n'avoir un, quand même l'entretenir puis s'assurer juste une trip comme on disait quand j'étais jeune, une trip là, tu sais c'est quoi, c'est 30, 35, 40 $. Bref,
C'est des gens courageux, c'est des gens qui courent les différentes banques alimentaires pour essayer de nourrir les enfants. Ici, là, dans la banque alimentaire à deux coins de rue, c'est rendu quasiment que le pourcentage, de gens qui travaillent, qui vont à la banque alimentaire, est en train de rejoindre le pourcentage de gens qui sont à l'aide sociale ou des aînés. Il y a énormément d'aînés qui vont dans les banques alimentaires. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. C'est quoi ce monde-là dans lequel on vit où on encense l'argent plus que le bien-être de nos concitoyens? Moi, je capote. Fait que, oui, pour moi, on n'a pas idée. Ça veut dire quoi? Parce qu'en plus, aujourd'hui, pour pas être pauvre, on va s'endetter. Ça, c'est une autre forme de pauvreté terrible où il y a une classe moyenne qui arrive à survivre juste en s'endettant, puis là, qui choke quand faudrait surtout pas que la bulle économique pète un petit peu parce qu'il y a du monde notorieux qui vont se retrouver dans une mauvaise situation. Mais toujours dans cette même logique économique du tout à l'argent. Vous savez que les entreprises au Québec sont rendues à payer un taux d'imposition ridicule, même s'ils n'arrêtent pas de dire, puis c'est la ritournelle qu'on entend constamment, que les pauvres entreprises sont les plus taxées, puis ils vont aller ailleurs si ça continue. Mais créer de la richesse en employant des gens, c'est tout ça l'argumentaire. Ben oui, mais regardez ce qui arrive à ABI, là. Hein? Qu'est-ce qui arrive à ABI, une multinationale dont le PDG a triplé son salaire de 4 à 13 millions dans la dernière année, qui sont en lock-out depuis 14 mois. Pourquoi? Ben parce que la compagnie demande des reculs. Les employés demandent même pas d'amélioration de leurs conditions, là, ils veulent juste reconduire la convention, mais l'employeur lui a décidé que ça prenait des reculs. Donc, il fallait qu'il diminue des conditions de travail. Là, tu dis, hey, attends un peu, pourquoi là? Pourquoi? Et là, je reviens à la même chose. Pourquoi c'est toujours le monde en bout de ligne qui, eux autres, doivent payer de ce système économique qui en a rien à cirer de la condition? Et à preuve, je réitère, une poignée de monde qui possède la richesse de la moitié des pays de la planète, pour moi, d'entrée de jeu, ça sonne wrong. Comment on réconcilie souveraineté du Québec et lutte contre cette pauvreté? Ben, aisément, parce que pour nous, à Québec solidaire, cette souveraineté, c'est cette indépendance du Québec, c'est de mettre notre pied à terre face à une économie qui exploite les ressources de façon inacceptable. Hein? Tu sais, on est encore à soutenir financièrement des entreprises qui font des millions, des milliards, qui on exclut la personne qui parle, bien sûr, développé un système économique où une multitude d'argent peut transiger dans des paradis fiscaux ou de l'évitement fiscal qui est tout à fait légal, c'est ce que nous disent les grandes compagnies, bien sûr, parce qu'on a adopté ces lois-là. Alors, mettre son pied à terre face à un système économique qui, dans le fond, défavorise toujours les mêmes personnes, fait en sorte que les ressources sont toujours exploitées sans n'eut égard à l'impact écologique et environnemental de ça. Moi, je pense que faire de l'indépendance du Québec un lieu de ralliement pour résister contre les changements climatiques, contre la façon de consommer actuellement, redonner l'économie aux gens au lieu des multinationales. Moi, je pense qu'il y a plein de monde qui sont prêts à ça. Puis comment on la réconcilie, cette souveraineté du Québec, avec le droit à l'autodétermination des peuples autochtones, auxquels vous croyez beaucoup? Parce que eux, ils regardent ça puis ils disent, ben nous aussi, dans ce cas-là, on a droit à notre autodétermination au même titre que les Québécois. Absolument. Absolument, ils ont raison. Et comment on fait pour réconcilier les deux? Ben, on s'assoit puis on parle. On parle dans le sens où le droit à l'autodétermination, c'est un droit où tous les peuples de la Terre ont, que tous les peuples de la Terre, ont. Et pour moi, on a toujours dit à Québec solidaire qu'on allait faire notre indépendance côte à côte, main dans la main,
avec les Premières Nations. Et oui, si ça veut dire que des bouts de territoire qu'on considère comme étant du territoire du Québec, point barre, ben oui, il va falloir s'asseoir et dire qu'est-ce qu'on fait avec ça, si eux autres veulent. Mais ça, c'est une forme de partition du Québec, là. C'est possible. Le droit. Nous, on croit plus, pour en jaser avec ces gens-là, là, on croit plus de la responsabilité de partager le territoire. On pense, et dans nos discussions avec plusieurs personnes des Premières Nations, c'est dans cette perspective-là d'une co-responsabilité face au territoire qu'on voit l'indépendance du Québec que dans une partition. Mais ceci étant dit, c'est pourquoi je le nomme, c'est que ça se peut, et nous, on n'est pas fermés à ça. La langue, c'est quoi dans votre vie? C'est, en fait, c'est mon existence. c'est comme ça que je me reconnais, c'est comme ça que je vois que je suis différente de bien d'autres peuples. Et justement, on parlait des Autochtones. Je vois bien quand je parle avec mes amis Inuits, par exemple, qui ont été socialisés dans leur langue maternelle, que lorsqu'ils parlent ma langue, le français, ils la parlent avec tous leurs référents, avec toutes leurs... alors, la langue construit une identité. Puis moi, c'est sûr que je parle la langue populaire parce qu'on vous reproche de la châtier, cette langue française que vous aimez tant aussi. Ouais, mais je sais pas pourquoi les gens font ça. C'est-à-dire que, bien sûr que quand je l'écris comme elle doit être écrite. Mais quand je la parle avec la fierté du monde populaire. Je la parle à la Gaston Miron. Je la parle en fait comme la parle beaucoup de monde de mon peuple. Mais j'en ai pas honte. Puis au contraire, j'ai envie de la valoriser. J'ai envie de la valoriser dans le sens où je suis fière d'être québécoise. Je suis fière d'être de la classe populaire. Je suis pas allée à l'école. Je suis pas allée à l'école. Comment qu'ils appelaient ça? L'école normale, le cours classique et tout ça. Puis je suis pas issue de là, mais je suis capable de l'écrire correctement. Puis quand je la parle, j'aime la parler avec mon accent. Vous avez écrit en conclusion dans votre livre une citation de Pauline Julien qui dit « Croyez-vous qu'il soit possible d'inventer un monde amoureux où il n'y aurait plus d'étrangers? » Vous avez placé la barre haute. Est-ce qu'on peut réconcilier cet idéalisme-là avec la joute partisane de la vie politique? C'est sûr que je vais essayer. Je sais pas si on peut y arriver. Je sais pas. Mais je vais essayer. Pourquoi? Parce que dans mon cheminement personnel, ça fait longtemps que j'ai compris que la biodiversité, là, c'est ça qui fait la force de la planète. C'est ça qui fait d'ailleurs que l'humain est si fort. Alors que si on mangeait juste des carottes toute notre vie, non, on serait tellement pas fort. Fait que donc le parallèle que je fais, c'est la force tu sais, l'expression c'est quoi? On est aussi faible que le maillon, le plus faible des maillons de la chaîne, là. Moi je vous dis que l'humanité, l'humain, et s'il n'est pas tricoté serré dans toute sa diversité, il va le demeurer, il va être faible. Et c'est pourquoi, Pauline Julien chantait ça il y a déjà très, très longtemps. Et on y est pas encore arrivé. Puis son chum, disons, qui a contribué beaucoup à dire que l'indépendance, que le peuple québécois est beau dans toute sa diversité parce qu'il est polonais, parce qu'il est grec, parce qu'il est, différent. Alors, moi, je suis de cette tradition et j'espère qu'on va y arriver parce que c'est ce qui va faire notre force. Et le tableau sur les murs? Écoutez, vous avez là un tableau qui a été fait par une femme extraordinaire que j'aime, qui a des grands problèmes de santé mentale, mais qui a fait une toile qui est tellement riche que j'aime.
Vous avez là le cœur qui a été fait par un jeune homme de la rue qui est malheureusement aujourd'hui décédé. C'est la première œuvre qu'il a faite, puis il me l'a donnée. Avant de mourir, bien sûr. Et vous avez là une œuvre de la Montagne Rouge, si vous regardez bien, qui est un drapeau du Québec avec au cœur où c'est écrit, avec un carré rouge bien sûr, au cœur où c'est écrit « Je me soulève », qui est, je pense, ma grande motivation dans ma vie, me soulever à toutes les injustices. Et c'est une sérigraphie, il y en a 5 et les jeunes me l'ont donnée en 2012. Alors, je suis honoré. Est-ce qu'il vous rappelle votre devoir et votre engagement? Je vois, là, tu sais, une femme qui a souffert de santé mentale, un jeune toxicomane, le côté un peu révolutionnaire, engagement. Ouais, je pense que oui. Je pense que oui. C'est des toiles qui m'appartiennent personnellement. Puis j'ai trouvé, au lieu qu'elles soient dans ma maison où je passe finalement très peu de temps, versus mon bureau, j'ai privilégié mon bureau. Ouais, je pense qu'il me rappelle ce pourquoi je suis là. Ouais. Madame Massé, merci beaucoup. Merci, Emmanuel. Si vous aimez mon balado, aidez-nous en le partageant sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas à donner votre avis, laisser un commentaire. Oui, 5 étoiles, c'est bon. C'est très utile pour faire découvrir la série. Vous pouvez bien sûr me suivre sur une foule d'autres plateformes, Twitter, Facebook, bien sûr mes chroniques sur Cube Radio, du lundi au vendredi à 8h avec Benoît Dutrisac ou les lundis, mercredis à 16h30 avec Mario Dumont. Ou encore, surtout, ne pas manquer l'émission politique du dimanche que j'anime, la Joute, édition dimanche à 10h et 17h sur LCN. Merci d'être à l'écoute. À la recherche et l'animation, moi-même, Emmanuel Latraverse. Au montage, Anne-Sophie Carpentier. À la réalisation, Bastien Gagnon La France. Et c'est une production Cube Radio.